concernant les rumeurs de coup d'État. Nous, politiques centrafricains, nous ne jouons pas à ce jeu-là. Contrairement aux accusations, aux discours officiels, nous ne jouons pas le jeu du chaos. Monsieur Ziguélé, quel bilan faites-vous de la situation sécuritaire dans votre pays où la MINUSCA est opérationnelle? Bon, moi, comme je le dis souvent, notre pays connaît une avancée significative en matière de sécurité. Ça, il faut le dire. Moi qui vous parle, je suis député, enfin, j'étais député jusqu'au 30 avril dernier d'une circonscription loin, loin, loin dans le nord du pays, à la frontière tchado-camerounaise. Et ces 3 dernières années, je pouvais aller dans ma circonscription, aller et revenir, ce qui était impossible il y a 7-8 ans. Donc, il faut reconnaître qu'il y a eu des avancées, mais il faut reconnaître également que c'est un pays très grand, qui a un passif très lourd en matière de construction d'une véritable armée nationale, qui a des problèmes de gouvernance et des problèmes de moyens aussi, comme la Banque mondiale l'a souligné dans son rapport, qui a des problèmes de moyens et qui peine vraiment à assurer encore une sécurité totale sur l'ensemble du territoire. Je Alors vous justement, rappelle ça que nous amène à la réforme des forces armées centrafricaines. Quel est votre constat à ce niveau? je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu d'avancée, au moins en effectif. Il y a eu une grande progression en matière d'effectifs, mais il est clair que la loi de programmation militaire qui a été votée en 2019 mérite d'être revisitée. Il faut qu'on fasse le bilan pour savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et pourquoi. Je prends un seul exemple. On nous a dit en 2016, 2017, 2018, 2019 que nous allions passer d'une armée de projection à une armée de garnison. Je constate que, à part les emprises de la MINUSCA qui les passent à l'État, à part les emprises de différentes USMS, unités de sécurisation qui ont été construites avec le concours de l'Union européenne, jusqu'à présent, sur le fonds propre de l'État centrafricain, je veux bien savoir où est-ce que les casernes sont construites. Et donc, un pays qui est aussi vaste que la France, la Belgique et le Luxembourg réunis pour assurer la sécurité aux 4 frontières et dans un environnement sous-régional qui est celui que vous connaissez, je pense que la question sécuritaire mérite encore du travail, de la rigueur et du professionnalisme. Alors, vous dénoncez la présence d'Africa Corps, mais il faut aussi signaler une présence importante des forces rwandaises, notamment au sein de la MINUSCA, mais aussi dans l'entourage du président, dit-on, Faustin Archange Touadéra. Est-ce que vous estimez que l'État a abandonné sa souveraineté sécuritaire? Je ne dirais pas la même chose des forces rwandaises que de Wagner. Parce que les forces rwandaises sont, comme vous l'avez signalé, comme vous l'avez évoqué dans la MINUSCA, mais les forces rwandaises sont venues dans le cadre d'un accord bilatéral d'État à État, c'est-à-dire entre la République centrafricaine et le Rwanda. Et donc, c'est pas la même chose. Parce que nous avons eu un accord de coopération avec la Russie. Moi-même, j'ai voté pour l'accord de coopération quand j'étais député. Mais au lieu d'avoir des forces de l'armée russe, nous avons eu à la place des mercenaires Wagner. Et c'est ce que moi je condamne. Et c'est ce que je reproche aux autorités. Je dis, ils n'auraient dû jamais accepter qu'on leur envoie des mercenaires à la place des militaires réguliers de l'armée russe. Et donc, ce faisant, je ne peux pas condamner dans son principe la présence de soldats de l'armée rwandaise ici. Ça découle d'un choix politique du gouvernement qui en a le droit. Donc mais maintenant, sur le plan opérationnel, Est-ce que réellement je n'ai pas entendu. est-ce que réellement le président Faustin Archange Touadéra se tourne vers Kigali pour trouver une alternative à Africa Corps? Ah, ça, je n'en sais rien. Vous savez, il n'y a pas de communication du gouvernement, il n'y a pas de débat public sur cette question. Tout ce qu'on peut faire, c'est de la spéculation, et moi, je ne souhaite pas spéculer parce que je suis un politique. Lorsque Il j'affirme y a un quelque coût chose, financier. oui, oui, lorsque Il y a un coût j'affirme quelque chose, financier concernant justement l'intervention d'Africa Corps, mais aussi des forces rwandaises dans l'entourage du président. oui, il y a un coût financier, mais si c'était aussi des forces d'un autre pays, il y aurait toujours des coûts financiers. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que, est-ce qu'un État a le droit
d'utiliser des mercenaires. Est-ce que ces mercenaires-là ont le droit de dépasser leur rôle sécuritaire Alors, et de s'impliquer du côté dans des la vie politique autorités du russes, on pays? affirme C'est ça la aujourd'hui, question. du côté des autorités russes, on affirme aujourd'hui que ce n'est plus l'ex-Wagner, hein. Mais moi, je n'ai pas connaissance du fait que Africa Corps soit déjà en place et ait remplacé le Wagner. Je n'ai aucune information relative. Mmh. Donc, je ne peux pas parler de ce que je ne sais pas. Justement, la présence économique rwandaise dans votre pays et quels sont les objectifs concrètement? Est-ce que le Rwanda, la Russie, de votre point de vue, vise avant tout l'exploitation minière? S'il y a un Je veux intérêt que pour tout, le Rwanda de s'investir sur le plan sécuritaire en Centrafrique, en échange justement d'une présence économique importante dans ces secteurs. que ce soit le Rwanda, que ce soit la Russie, que ce soit demain la Chine, ou le Japon, ou la Corée, ou les États-Unis, ou la France, ou le Royaume-Uni, moi, en tant que Centrafricain, ce qui m'intéresse, premièrement, que ce soit des entreprises formelles. Deux, qu'elles aient suivi le parcours normal dans une économie libérale et concurrentielle pour obtenir les droits, les permis et que l'exploitation se fasse en respectant les règles environnementales, les règles juridiques, les règles sociales et la fiscalité qui suit pour que le Centrafricain ait les bénéfices de l'exploitation de ses ressources. Je vais le dire avec force. Nous ne pouvons pas plaider pour l'ouverture de l'économie de notre pays à des investisseurs et en même temps dire pas celui-là, pas celui-ci, pas celui-là. Non, je ne suis pas dans cette démarche. Je suis dans une démarche de dire que tous ceux qui veulent exploiter les ressources dans ce pays doivent respecter les règles juridiques Alors et justement, fiscales. s'agissant de la Et, présence et rwandaise, ouais. que ça ne soit pas des mercenaires. Que ça ne Mmh. soit pas des mercenaires. Je l'ai dit 1000 fois, je le répéterai encore 1000 fois. Et d'ailleurs, vous savez que la RCA est signataire d'une convention internationale qui, qui lui interdit l'utilisation des mercenaires. Donc, ce sont des engagements internationaux que notre pays a souscrits. C'est pour ça que je ne mets pas sur le même plan les Wagner et le Rwanda. Ceci dit, que ce soit des Rwandais, que ce soit des Russes, que ce soit des Américains, que ce soit des Algériens ou des Burkinabés ou je ne sais pas qui, Sud-Africains, il faut qu'ils respectent les règles en matière de constitution, de fonctionnement, de concurrence, de charges sociales, parce que nous avons un problème dans ce pays. Nos ressources sont structurellement inférieures à nos dépenses courantes et il nous faut donc que nous récupérons tout ce qui doit revenir à l'État. Mmh. Mais est-ce que vous constatez une cohabitation entre le Rwanda et la Russie dans le domaine justement de l'exploitation des ressources minières? Non, à ma connaissance, non, je n'ai pas une telle information. Votre pays traverse une période d'incertitude politique majeure avec l'application de la nouvelle constitution, les perspectives électorales, mais également les rumeurs de coup d'État. Des soupçons portent sur des proches de l'entourage de Faustin Archange-Touadéra, l'état-major des armées, qui a d'ailleurs démenti toute implication. Est-ce que le pays est au bord du putsch? Ah ben ça, je ne peux pas l'affirmer, je ne le sais pas. Par définition, un push ne s'annonce pas et comme il y a une anecdote, Est-ce que le risque existe de votre point de vue? je ne peux pas le savoir parce que je ne sais pas quelle est la part de vrai, quelle est la part de manipulation, quelle est la Mm, part d'intox. Je vous rappelle simplement que j'ai fait mon service militaire il y a quelques années et on nous disait que quand vous êtes un militaire au front et que vous entendez un coup de feu, c'est que vous êtes vivant. mm. Parce que sinon, vous serez mort avant. Donc, c'est des choses qui ne s'annoncent pas. Et puis, il y a tellement de choses qui se disent, se racontent, etc., des accusations, etc., que je ne peux pas me permettre de participer à ce genre de comment dirais-je, à entretenir ce genre on ne peut pas, je ne peux pas savoir. Je suis président d'un parti politique. Pour nous, c'est la conquête du pouvoir par les urnes et nous nous arrêtons là. Donc, le reste, s'il y a si les rumeurs sont plus que des rumeurs, mais c'est le travail de la justice de faire des investigations,
et puis de condamner ceux qui seraient engagés dans une telle démarche. Il n'y a pas de communication là-dessus. Il n'y a aucune information officielle là-dessus. Il n'y a que des rumeurs. Et le Mmh. rôle d'un politique, ce n'est pas de commenter des rumeurs. Mais justement sur l'atmosphère, politique, que pouvez-vous nous dire? Est-ce que c'est tendu en République centrafricaine? Est-ce que Faustin Archange Touadéra est sous le feu des critiques, en interne aussi, au sein de son entourage, pas seulement au niveau de l'opposition? Non, je ne peux parler que pour l'opposition. Je ne suis pas de son entourage, je ne suis pas dans son entourage. Je ne sais pas ce qui se passe dans son entourage, je ne veux pas parler de son entourage pour ces simples raisons. Mais par contre, ce que je sais, c'est que l'opposition, depuis 2021, Mmh. depuis 2022, nous demandons un dialogue politique pour essayer de faire en sorte que qu'il y ait qu'il y ait un partage de vision sur les grandes questions qui concernent notre pays. Cela nous a été régulièrement refusé, refusé avec dédain, refusé avec mépris, refusé pratiquement même avec des injures. Mais lorsqu'on se bat pour son pays, on ne s'arrête pas aux attaques qu'on peut subir ou aux injures ou à l'influence ou aux intimidations. Nous continuons à dire que un pays ne se construit que dans la concertation. L'État chez nous date de combien d'années? Ça date de 66 ans. Donc on ne peut pas dire qu'on peut résoudre tous les problèmes d'un État parce qu'il y a un régime qui est arrivé au pouvoir. Ça ne se construira que dans la durée et tous les villages doivent se négocier avec l'assentiment ou la participation ou un consensus ou une vision majoritaire de la démarche à suivre. Donc, nous pensons que notre rôle comme opposition, c'est de continuer à exiger et à réclamer ce dialogue-là parce que notre pays est malade. Mmh. Notre pays Alors, est malade. la constitution de 2023 a supprimé la limite, des mandats, ce qui a permis, au président actuel de briguer d'obtenir un 3e mandat. Selon vous, cette constitution a-t-elle définitivement verrouillé toute possibilité d'alternance démocratique par les urnes en Mais République c'est pour ça, centrafricaine? mais c'est pour ça que nous l'avons combattu. C'est pour ça que nous refusons nous avons refusé d'aller aux élections sous l'égide de cette constitution. C'est un recul. C'est un recul pour des raisons que nous avons mille fois expliquées. On ne peut pas sortir d'une crise comme celle de 2013, 2015, 2016 avec un forum national qui a donné les grandes lignes d'une constitution et puis un chef d'État qui est élu à la sortie de la crise sur la base de cette constitution à 2 reprises et qui a prêté serment à 2 reprises de défendre cette constitution se retrouve dans cette situation. Donc nous avons dit non. Et Et pensez-vous que, pour revenir à ma précédente question concernant les rumeurs de coup d'État, pensez-vous que le fait que l'alternance politique soit considérée comme définitivement verrouillée constitue un facteur à risque pour Faustin Archange Touadéra aujourd'hui? ce que je peux vous répondre, c'est que dans un pays, il faut l'alternance démocratique par les urnes. Parce que on a évoqué les pays du Sahel, on a évoqué le Mali, on a évoqué le Niger, est-ce qu'on a évoqué le Burkina? Allez demander aux forces politiques et aux forces sociales au Mali, au Burkina et au Niger, est-ce qu'elles sont satisfaites de la situation actuelle? Donc, nous, politiques centrafricains, nous ne jouons pas à ce jeu-là. Contrairement aux accusations, aux discours officiels, nous ne jouons pas le jeu du chaos. Nous refusons la prise du pouvoir par la force, que ce soit pour modifier la Constitution et s'éterniser au pouvoir, ou usurper le pouvoir souverain par les armes. Notre position est claire et nous l'avons dit plusieurs fois. Les gens nous cherchent des poux sur la tête de chauve, comme la mienne. Ils veulent nous raccrocher à des irrédentistes armés, ils veulent nous raccrocher à celui-ci ou à celui-là, mais nous, nous ne sommes pas des gamins. Nous savons que ce pays-là, si la solution au problème de la RCA, c'est la prise du pouvoir par la force ou le coup d'État, nous serons mieux que la Suisse aujourd'hui. Mais nous savons que ce n'est pas une solution. C'est pour ça que nous insistons pour le dialogue politique. Mmh.
En tant que porte-parole du bloc républicain pour la défense de la Constitution de 2016, le BRDC, vous parlez d'une chape de plomb, d'une démocratie bafouée, c'est ce que vous décrivez à l'instant dans votre pays. Quels sont les plus grands motifs d'inquiétude pour la stabilité politique en RCA dans les mois à venir? Non, mais notre pays n'a pas vocation à rester divisé. D'un côté, un pouvoir qui considère que toute voix discordante est, est, est à éliminer et à faire taire, et malgré l'absence de résultats sur le plan économique. Je dis toujours que s'il y a quelque chose qui illustre le bilan économique de ce régime, c'est qu'en 2016, et je parle là des constats de la Banque mondiale, dans leur cahier économique de 2014, 2025, 2026, en 2016, quand le président Touadéra a accédé au pouvoir, il y avait 52% des Centrafricains qui vivaient avec moins de 2,15 $, c'est-à-dire moins de 1000 francs CFA par jour. En 2026, ils sont 75%. Donc, le bilan est clair sur le plan économique. S'agissant des objectifs de développement durable, 2030, c'est-à-dire nous sommes à 4 ans de l'objectif, nous sommes 161e pays sur 167 dans le rang de ceux qui s'approchent de l'objectif de développement du millénaire. Si on veut faire le rattrapage en 4 ans, il faut qu'on investisse dans les secteurs éligibles à peu près la moitié du PIB, c'est-à-dire à peu près 1000 milliards de francs CFA pendant les 4 années. Autant dire que le bien-être, la sortie de la misère de la majorité de la population centrafricaine est renvoyée au calame grec. Est-ce que ça ne suffit pas pour s'asseoir et se dire qu'il y a problème? Comment on fait pour que notre pays se relève? C'est ça les enjeux. Alors vous prenez justement un dialogue national que vous refusent les autorités centrafricaines. Quelles sont les concessions que l'opposition est prête à faire justement pour sortir de l'impasse? Mais nous n'avons pas posé des concessions. Nous avons demandé le dialogue, le pouvoir a dit non. Parce que pour que on puisse discuter du dialogue, il faut qu'on se rencontre. Mais quelle est votre stratégie en conséquence, justement? Pardon? Quelle est votre stratégie face à cette fin de non-recevoir? Mais notre stratégie, c'est de continuer à demander le dialogue. Nous sommes des partis politiques. Nous ne sommes pas des armées. Nous ne sommes pas des groupes de casseurs. Nous ne sommes pas des excités. Nous continuons à demander le dialogue et nous expliquons, comme je viens de vous expliquer, pourquoi nous devons faire le dialogue. Parce que notre pays est dans une impasse économique et dans une situation politique où nous sommes divisés, dans une situation sécuritaire difficile. Et je pense que c'est nous, Centrafricains, qui devons nous asseoir et parler des voies de sortie de crise de notre pays. Vaut mieux dialoguer pour sauver ce qui peut être que de passer notre temps à nous auto-accuser de tous les maux du monde. Alors, ce que l'on observe, c'est que Faustin Archange Touadéra verrouille sa sécurité présidentielle. Est-ce qu'il est en mesure de s'éterniser au pouvoir, à votre avis? D'abord, l'éternité n'est pas du domaine de l'être humain. Vous le savez autant que moi. Non, pour parler plus sérieusement, je pense qu'il n'est pas dans l'intérêt ni du président Touadéra, ni de l'opposition politique, ni des Centrafricains qui sont les premiers propriétaires de ce pays, que nous continuions à vivre dans la situation de misère généralisée, cette situation de tension politique permanente, de cette situation d'insécurité, d'aucuns disaient résiduelle, d'aucuns diraient cyclique, etc., dans laquelle notre pays se trouve. Nous ne sommes que 6 millions. Nous ne sommes que 6 millions dans un pays de 624 000 km², et je le disais tantôt, un pays qui est plus vaste que la France, la Belgique et le Luxembourg le réunis. Dieu nous a tout donné. Nous avons 15 millions d'hectares de terres cultivables. Nous avons l'or, nous avons le diamant, nous avons le bois. Il n'y a pas un kilomètre carré de notre terre où il y a du sable. Tout est vert dans ce pays. Nous avons besoin de deux choses.
partage la vision du développement de notre pays sur lequel nous devons nous accorder, et la paix et la sécurité. Le reste, que quelqu'un devienne président ou ne devienne pas président, ça dépend de la volonté du peuple, parce que le pouvoir appartient au peuple. Merci beaucoup, Monsieur Ziguélé, pour C'est cet moi qui vous entretien sans remercie. filtre. Merci à vous. Je passe Merci. maintenant la main à la communauté et j'attends évidemment vos commentaires concernant ce podcast avec Martin Ziguélé, ancien Premier ministre de la République centrafricaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous et à très bientôt. Donc, l'exemple de la non-souveraineté, c'est ce que nous vivons. C'est-à-dire de permettre à une organisation qui n'est même pas un État. C'est là le problème, qui n'est même pas un État, de se doter des prérogatives d'un État et de dicter ses quatre volontés à tout le monde, y compris dans notre pays, c'est-à-dire à nous dicter ses volontés dans notre pays, à porter des jugements de valeur sur ce qui concerne la souveraineté, la sécurité, l'économie, le fonctionnement des institutions dans notre pays. Excusez-moi, madame, cela est inacceptable. Et sur le plan économique, vous aurez remarqué que leur intervention, c'est du take and carry. C'est-à-dire aller vers les secteurs où on peut prendre, peut-être peut transformer ou ne pas transformer, vendre pour se faire du cash et donc développer une économie de traite, comme ce qui se fait depuis 300 ans. Et j'ai les souvenirs de mes anciennes lectures de Samir Amin, l'économiste d'origine égyptienne mais sénégalais, Samir Amin, avec la théorie du centre de la périphérie. C'est-à-dire que c'est les mêmes pratiques néocoloniales en matière d'exploitation sur le plan économique qui sont perpétuées par ces organisations.